On va pouvoir commencer maintenant si vous le voulez bien. On ne sera pas aussi nombreux que prévu, grève de métro oblige, mais en tout cas la plupart des participants et l'ensemble des intervenants en tout cas sera là pour cette réflexion sur le Grand Paris. Alors ne comptez pas sur moi pour une très longue introduction. L'essentiel de ce qu'évidemment vont dire nos intervenants. Mais cela dit, je crois qu'un bon débat, c'est toujours un débat qui prend ses marques au départ. C'est-à-dire pourquoi une xème fois, et avant peut-être d'autres nombreux débats de concertation, pourquoi intervenir sur ce sujet, pourquoi se rassembler et discuter sur ce sujet une fois de plus. C'est parce qu'il a semblé à certains d'entre nous, et donc en l'occurrence notamment aux organisateurs du Carême, que peut-être, et vous l'avez entendu déjà de la bouche de monsieur le maire ou de monsieur Mercier notamment, pas seulement, je pense à Jean-Claude Morel, peut-être que le débat n'a pas toujours été pris avec les bonnes formulations, avec les bonnes façons de dire les choses. Et notamment, pour le dire de façon beaucoup plus crue et peut-être plus caricaturale, un débat un peu centré sur un certain nombre de thèmes, certes tout à fait essentiels, comme le thème bien sûr des transports, mais moins consacré à l'économie et moins consacré, c'est peut-être ça le mot-clé que je vous propose pour notre débat, moins consacré à l'innovation. Lorsque l'on évoque Paris avec un habitant d'Helsinki ou avec un décideur économique de Stockholm, pour eux, c'est potentiellement, mais potentiellement c'est moi qui l'ajoute, un carrefour de la connaissance. Alors est-ce qu'elle est véritablement dans une économie de la connaissance qui émerge? Nous sommes destinés, surtout l'Est parisien, bien évidemment ici, est-ce que nous sommes réellement destinés à aller vers un statut de capitale de la connaissance, de carrefour de la connaissance? Est-ce que véritablement c'est au titre de l'innovation de l'économie qu'il faut avoir ce débat? Nous le pensons, et c'est un peu dans cette optique-là que je voudrais que nos intervenants aujourd'hui s'expriment s'ils le veulent bien. Alors, je vais peut-être simplement faire un tour de table pour que chacun puisse dire d'où il parle, selon la bonne vieille formule, et également quel est, du coup, à partir de là, son regard sur cette question du Grand Paris. Alors, peut-être, monsieur le maire, est-ce qu'on peut commencer par vous? Non. Non. Eh bien, écoutez, monsieur Guessot, du coup, est condamné à prendre votre place. En même temps, il regardait à gauche et pas à droite. Donc, Joël Guessot, je dirais. Pour ce qui est des onomatopées politiques. Donc Joël Guessot, le directeur de l'agence de développement du Val-de-Marne, c'est une structure qui concourt au développement économique, dont le métier principal, bien sûr, la promotion de l'image économique du Val-de-Marne et en même temps la prospection. Nous allons chercher des entreprises, nous facilitons leur installation, leur implantation et leur développement sur le territoire. Et puis, vous l'avez dit, c'est vrai que l'innovation, c'est très important. C'est très important aussi à l'agence de développement, car dans notre stratégie, bien sûr, il y a l'accompagnement, notamment de toutes les entreprises innovantes qui sont des startups en création et qui sont en développement sur les problématiques d'innovation. Merci beaucoup, M. Guessot. M. Berthaud. Donc, Pascal Berthaud, directeur général d'EPA Marne et d'EPA France, qui sont les deux établissements publics chargés d'aménager la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Christian Pépineau, donc président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Val-de-Marne. Donc l'objectif de la Chambre, c'est à la fois d'accompagner les entreprises, mais aussi de faire entendre la voix des entreprises, notamment dans ce projet, tel que je le disais tout à l'heure, à côté des politiques, à côté d'autres, dans le grand débat, c'est faire entendre la voix des entreprises. Et puisque vous avez la parole, le grand débat pour vous, quelle est la nature vraie du débat? Alors, le débat, je crois que le ministre tout à l'heure l'a bien défini. Pour nous, au fond, on a vécu très longtemps une opposition Paris-province. On était vraiment dans du franco-français. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'effectivement, la concurrence, ce n'est pas Lyon, ce n'est pas Marseille, mais c'est vraiment le monde. On est ouvert sur ce monde et on s'aperçoit bien sûr du développement, notamment à l'Est, enfin, quand je dis très loin à l'Est. Et donc, il nous faut réagir. Alors, Paris, c'est plus la capitale de la France, c'est une ville monde, comme on le disait tout à l'heure, une métropole. Et on ne peut plus envisager simplement Paris, mais bien Paris et toute sa richesse autour. Paris est un peu saturé, bon, bien sûr, il y a beaucoup de centres de recherche, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités autour de Paris. Et pour nous,
Ce grand débat, c'est effectivement, nous travaillons parallèlement à faire entendre les entreprises, à essayer de voir quelles sont les grandes filières, quels sont les grands pôles que l'on va pouvoir développer donc dans ce cadre. Et je crois que le débat est là, c'est-à-dire effectivement, bien sûr, pour un francilien moyen, et je suis un francilien moyen, avoir un métro, pouvoir me déplacer pour aller à mon travail, c'est quelque chose de très important. Mais aujourd'hui aussi, et vous l'avez défini, est-ce que demain, on va pouvoir développer de nouvelles connaissances? Je crois qu'aujourd'hui, il y a bien sûr le plateau de Saclay, mais il n'y a pas que le plateau de Saclay. Il y a aussi, par exemple, si on parle du cluster de Descartes, quelque chose d'important, on sent des pôles très importants autour. Et donc, cette réflexion doit amener à valoriser ces filières qui, c'est assez étonnant. On le voit à la Chambre, parfois on prend des nomenclatures sur un métier, sur une filière, et puis on s'aperçoit que les entreprises, quand on va les voir une à une, n'ont pas le sentiment d'appartenir à cette filière, de se connaître, de se reconnaître. Donc ce grand débat peut être aussi un moyen pour nous de bien cerner ces filières, de mettre les entreprises, de les faire se rencontrer, et surtout, notamment dans les PME, on a des PME très innovantes, mais ces PME ont parfois, il y a un vrai clivage avec les grands groupes. Eh bien, c'est à nous peut-être de faire prendre cette mayonnaise. Donc le grand débat, c'est bien sûr le transport, c'est ce qui va être le plus débattu, si vous voulez, mais c'est aussi une formidable opportunité de recréer, de mettre en valeur un certain nombre de filières, de richesses, et peut-être en agglomérant, je dirais, les entreprises qui travaillent sur cette filière, à développer encore cette richesse qui est cette ressource en tout cas. Enfin, on pourra en venir après. On y reviendra dans un instant. Monsieur le maire. Je me limite à me présenter simplement. Déjà, oui. Et à votre vision. Je peux commencer. D'accord. Oui, alors donc, maire de Nogent, président de la communauté d'agglomération. Mais je vais vous étonner peut-être, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, président de la Maison de l'Emploi et des Entreprises et accessoirement vice-président de Paris Métropole. Et c'est pour cela, a priori, que vous m'avez invité. Absolument. Moi, je fais partie de ceux qui ont toujours considéré que pour être dans une grande agglomération, il fallait d'abord venir de quelque part. L'agglomération, pour moi, commence dans ma ville, le territoire de base, de référence. Et quand on est bien dans son territoire, on peut avoir une vision un peu plus élargie de l'agglomération dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, tout le monde parle de Grand Paris. Mais en réalité, le Grand Paris, il existe depuis longtemps, car du temps du département de la Seine, les collectivités avaient réussi quelque chose d'assez exceptionnel, c'était celle de créer des syndicats. Nous avons toujours un syndicat d'assainissement de l'agglomération parisienne, 8 millions d'habitants. Nous avons un syndicat pour l'eau potable, le CEDIF. Nous avons un syndicat pour les ordures ménagères. Nous avons un syndicat pour l'électricité, un syndicat pour le gaz. Et tout cela fait que nous avons déjà eu une approche Grand Paris au travers de ces syndicats. Et le Grand Paris d'aujourd'hui va être une nouvelle ambition, une nouvelle frontière pour nous tous. C'est en fait, l'enjeu il est simple, c'est passer de l'agglomération parisienne à la métropole parisienne. L'agglomération parisienne, comme son nom l'indique, c'est une agglomération de collectivités, les unes à côté des autres, qui se parlent quand elles ont envie, qui ne se parlent pas quand elles n'ont pas envie, et elles n'y sont pas forcées. Chacun pour soi, dans un cadre général de développement global. La métropole, c'est une autre approche. C'est une approche collective. C'est une approche consensuelle parfois, critique dans d'autres fois, et difficile parfois, parce qu'il faut se mettre d'accord. Il faut se mettre d'accord sur des enjeux, et sur des enjeux qui dépassent largement, comme le ministre vient de vous le dire, l'agglomération entre guillemets parisienne, hein, puisque le dynamisme ou non du Grand Paris, c'est-à-dire de la métropole parisienne, aura un effet positif ou négatif sur le pays lui-même. Parce que
c'est pas parce que tout est centralisé sur Paris, c'est parce qu'il y a forcément un effet tâche sur l'ensemble du territoire à partir des réussites de certains territoires. Alors certains ont imaginé que le Grand Paris serait une progression concentrique de la capitale vers sa banlieue, sa petite couronne, voire au-delà. Vous savez, un peu comme cela s'est passé pour Belleville, on a absorbé Belleville, on a absorbé Montrouge, etc. Eh bien, l'objectif qui est poursuivi, ça n'est plus ça. Et le président de la République l'a bien défini dans le discours de Chaillot. Il avait bien posé les principes de ce que devait être demain la métropole et le Grand Paris. C'est avant tout un Grand Paris qui s'appuie sur des territoires de projet, des territoires spécifiques. Ces territoires, ils existent, on les a détectés, certains sont en cours de création, certains existent déjà depuis longtemps, ils ont des spécificités, ils ont des thèmes. Et les thèmes, on en discutera tout de suite parce qu'il y a des personnes très qualifiées autour de nous qui pourront le faire. Mais c'est un développement non plus concentrique, mais polycentrique. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur des territoires qui ont des spécificités. À l'Est, là, nous avons des spécificités. Et je trouve, comme je le disais tout à l'heure, je trouve que ça nous va comme un gant, le territoire qui va s'occuper, qui va travailler, qui va faire des recherches, de l'innovation, la création d'emplois, etc., sur la ville de demain. Mais c'est monumental. Le panel est énorme. La ville de demain, c'est quoi? Ça commence à l'architecture, ça commence à l'éco-habitat, mais ça se poursuit sur les services aux citoyens, ça se poursuit sur la communication au sein des collectivités. Ça va beaucoup plus loin que la construction pure et simple d'une maison, d'un quartier, etc. Eh bien, nous avons déjà la matière grise. M. Berthaud est beaucoup mieux placé que moi pour en parler. Nous avons déjà une matière grise. Nous avons la volonté des élus. Nous avons, ce matin, j'en suis particulièrement heureux et puis fier parce que ça se passe à nos gens, de voir que les entreprises aussi ont la volonté et sont en train d'ouvrir un chemin ensemble, ce qui est encore mieux. Il ne reste plus qu'à mettre tout cela dans un même creuset pour faire de ce territoire est parisien un territoire qui demain sera un référent au plan mondial sur ce que doit être la ville post-Kyoto. Moi je trouve que c'est vachement intéressant que de participer de près ou de loin à cette aventure. Et si nous réussissons, nous ne réussirons pas pour nous, nous réussirons pour nos successeurs, nos enfants, et on leur offrira une agglomération qui sera devenue une métropole. Moi, mon rêve, c'est de faire en sorte que le Grand Paris soit le Paris, non pas métropole, mais le Paris des métropoles, qui se parleront entre elles au travers des réalisations qu'elles feront, qu'elles créeront dans les territoires sur lesquels elles sont implantées. La manière dont vous parlez, monsieur le maire, de Paris, va tout droit au cœur de Paris et de la ville de demain, tout droit au cœur du président de la Fondation des territoires de demain, puisqu'effectivement, on a évidemment des analyses un peu semblables. Et ce que vous disiez des pôles, c'est vrai, mais aussi de ce que vous disiez sans le nommer, mais c'est bien la même chose, d'une économie du lien. L'économie de demain est une économie de lien. Donc c'est redoutable pour les collectivités territoriales. Bien sûr qu'il faut créer des pôles de compétences. Bien sûr qu'il faut attirer la matière grise, on l'a dit ce matin très bien. Mais ensuite, il faut tisser du lien entre l'ensemble de ces polarités de compétences, et ce n'est pas toujours facile. Monsieur Guessot, c'est une carte, je crois. J'ai une image là-dessus qui est tout à fait simple et les personnes présentes comprendront vite. Nous avons des pôles. Ça ressemble à des noyaux. Hein, et il nous manque, pour créer le Grand Paris, à créer bien le tissu intracellulaire. Et là, nous travaillons à créer ces liens, comme vous venez de le dire, parce que la pire des choses à traiter, ce sont toujours les interfaces. Hein, et les parties vides entre deux éléments fondateurs. Et il nous manque le tissu intracellulaire, mais on est prêt à le créer. Il faudra une rencontre sur cela et de manière très très pragmatique. Je disais, monsieur Guessot, vous avez joué cette carte, je crois, de Paris déjà depuis quelques années, depuis 5 ans. Oui, nous aussi, c'est un peu dans notre approche. Le Grand Paris, depuis la création de l'agence de développement, c'est-à-dire depuis 5 ans, vous le disiez. C'est vrai que la problématique d'interface est importante, la formule est belle,
Et je crois qu'aujourd'hui, on sent bien que sur le territoire francilien, la métropole parisienne, déjà qu'on n'a pas à rougir en comparaison avec d'autres grandes métropoles. Je veux dire, on est en première division, on est dans la course des grands, donc sachons le dire, ça fait du bien et sans complexe. C'est vrai quand on débat en Ile-de-France, et c'est encore plus vrai quand on débat à l'international. Je veux dire, on est en compétition avec les grandes métropoles européennes et internationales, et c'est à ce niveau-là qu'il faut qu'on soit, qu'il faut se mettre. Alors, bien évidemment, on peut mieux faire. On peut progresser, déjà parce que nos concurrents progressent également. On est dans un terrain de compétition. Et pour progresser, je crois que vous le disiez, c'est vrai que ça dépend en grande partie de notre capacité à nous parler. Et c'est vrai que l'interface est extrêmement importante. Et aujourd'hui, le terreau de l'innovation, la compétition va beaucoup se jouer, se gagner sur justement ce champ-là, disons, et de terrain de prédilection. Ça passe nécessairement par plus d'échanges, par plus de coopération entre les entreprises, les grandes et les petites. Le président Pépinot y faisait référence, mais aussi entre les écoles d'ingénieurs, les universités, les laboratoires et les entreprises. C'est absolument nécessaire. Et puis, je pense aussi que la coopération, elle est bien évidemment territoriale, on parlait des syndicats intercommunaux ou interdépartementaux, elle est sans aucun doute supra également territoriale. Et dans la coopération, je crois qu'il y a aussi les coopérations internationales. L'enjeu de l'innovation dépasse toutes les échelles, y compris les échelles locales. Et c'est là où ça se joue. Alors, c'est ce qu'on essaye modestement de faire à l'Agence de développement du Val-de-Marne. C'est vrai que depuis 5 ans, quand nous présentons le Val-de-Marne, le territoire, nous nous présentons comme complètement de la métropole. C'est Paris-Val-de-Marne que nous mettons en avant. C'est notre carte de visite. On joue bien évidemment sur la renommée et l'image de la capitale, et en même temps, on fait écho de toutes les spécificités et les particularités, tous les atouts du Val-de-Marne, de l'Est parisien, bien évidemment, dans ce cadre-là. C'est comme ça qu'on se montre, et c'est comme ça qu'on nous voit. Parce que bien évidemment, pour un investisseur ou une entreprise internationale, quand elle parle de Paris, en même temps qu'elle parle de Paris, elle est dans le Val-de-Marne, en Seine-et-Marne, dans le Val d'Oise, elle est dans la métropole parisienne, et c'est son champ de réflexion et d'analyse. Donc voilà, ça c'est un point. Depuis 5 ans, nous sommes comme ça, et nous assumons complètement. Alors c'est plus facile d'assumer à l'international que des fois sur le territoire, et c'est pour ça que je suis très content de voir qu'aujourd'hui le débat sur la métropole est en train de bien avancer. Et en termes d'attractivité, c'est une vraie attractivité européenne en ce qui vous concerne. C'est-à-dire que notre but, c'est de faire venir des entreprises internationales, européennes, parce que nous nous appuyons sur l'aéroport international qui est l'aéroport d'Orly, qui dessert très bien l'Europe. Donc c'est bien évidemment à partir de ces destinations que nous travaillons nos stratégies de promotion et de prospection. Donc c'est vrai notamment en direction de l'Espagne et de l'Italie, où nous avons de vrais résultats. Chaque année, c'est entre 6 et 8 entreprises espagnoles qui s'implantent dans le Val-de-Marne. On a même un produit spécifique, un centre de négocios qui leur est dédié. On est en train aussi de bien avancer sur les entreprises italiennes, où on a des coopérations avec des clusters espagnols, des clusters italiens. Et puis, comme vous avez pu le constater également, l'aéroport international d'Orly s'internationalise. Et donc aujourd'hui, il y a de nouvelles destinations qui sont proposées par l'aéroport, dont certaines ont été accompagnées par les acteurs territoriaux, notamment des liaisons directes sur New York et sur Washington, ce qui conforte et contribue, disons, à l'attractivité du Val-de-Marne. Et comme ça a été dit par M. Martin, c'est aussi bien positif pour le Val-de-Marne que ça l'est pour toute la métropole. Parce que les portes d'entrée de la région parisienne, elles sont d'abord à Roissy et d'abord à Orly. Plus ces aéroports, plus ces acteurs économiques-là seront de dimension internationale, et plus l'ensemble du territoire profitera de ce dynamisme. Monsieur Berthaud, aborder la question de Grand Paris sous l'angle de l'innovation, ça vous va bien également? Oui, tout à fait. Je voudrais d'abord, en réaction aux interventions précédentes, que cet essai d'agglomération polycentrique, il avait été tenté à l'époque des villes nouvelles, avec cette idée justement de créer des nouveaux centres qui soient un petit peu autonomes. Et force est de constater qu'au bout de 40 ans, à la fois le pari a été à moitié réussi, parce que, si je prends l'exemple de Marne-la-Vallée, c'est à 300 000 habitants, un taux d'emploi qui est de 1, donc qui est plutôt bon. Mais à la fois, on n'a pas réussi
à créer autre chose finalement que des banlieues qui fonctionnent bien, et on n'a pas réussi effectivement à créer des métropoles qui soient autonomes au sein d'une grande métropole. Alors c'est vrai que par rapport à ça, nous avons beaucoup réfléchi depuis 2 ans au schéma de développement, en disant finalement quel est le petit plus supplémentaire qui fait qu'on peut passer d'une banlieue qui fonctionne bien à une métropole dotée de tous ces attributs. Et c'est vrai que ce qui nous a semblé être aujourd'hui un des atouts majeurs de ce territoire, c'est la présence d'un campus de recherche sur lequel il y a 10 000 étudiants, il y a 1500 chercheurs, sur une thématique qui est unique. Alors c'est d'ailleurs une belle réussite quelque part, puisque à cet endroit-là, à Descartes, il n'existait strictement rien en 1982. C'était vraiment une décision politique forte, prise, assumée pendant 25 ans, de délocalisation, de relocalisation, de création d'une université, qui fait qu'aujourd'hui, on a un centre de recherche sur les thématiques de la ville qui est du même ordre de grandeur, en taille, que le centre de recherche sur les thématiques de la ville de Berkeley, par exemple. Donc ça, on a fabriqué quelque chose qui est de niveau mondial, et évidemment maintenant l'enjeu c'est finalement comment peut-on à travers ça tirer du développement économique. Alors on a beaucoup travaillé à la fois sur les aspects scientifiques, sur les aspects économiques et sur les aspects urbains. Sur les aspects économiques, à travers l'identification d'un certain nombre de filières, que ce soit tous les services que l'on peut apporter aux urbains, bien sûr les services traditionnels, que ce soit les transports, l'assainissement, des choses de ce type, mais aussi tous les nouveaux services, notamment d'information en temps réel, notamment les services numériques, tout ce qui peut tourner autour de la réalité virtuelle. Et on a donc identifié, un petit peu décrit sur le stand à l'étage au-dessus, 9 filières sur lesquelles maintenant nous travaillons, que ce soit avec la CCIP 94, que ce soit avec l'agence de développement spécifique que la Seine-et-Marne a créée sur le site de Descartes. Travaillons à approfondir ces filières pour arriver effectivement petit à petit à la fois mettre en place les conditions de création d'entreprises, je dirais directement à partir de ces labos de recherche, et bien sûr les conditions pour attirer des entreprises. Je crois qu'en réalité, l'analyse que nous en avons aujourd'hui, c'est que nous avons absolument tout ce qu'il faut pour réussir, tous les ingrédients sont là. Là aussi, il faut créer du lien, il faut arriver à créer une dynamique. Et c'est vrai qu'en ce moment, nous travaillons beaucoup sur un projet d'institut d'excellence sur la ville durable, dont l'idée serait justement, à travers des quartiers expérimentaux, ce qu'on appelle des living labs, de créer effectivement un marché, si j'ose dire, de créer des quartiers sur lesquels on puisse expérimenter en temps réel, sur lesquels finalement, à partir de ces innovations mises au point dans les labos de recherche, on puisse les tester directement, avoir quelque chose qui soit vivant en permanence et qui puisse justement servir d'écrin à l'éclosion d'entreprises. Vous évoquez là un mot un peu magique, du moins pour un certain nombre d'entre nous. Tout le monde n'a pas suivi forcément ce dossier. Vous parliez de Living Lab. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? On est assez frappé dans le domaine de la ville de voir que finalement, c'est un domaine qui est évidemment totalement intégrateur, je veux dire, avec des marchés qui aujourd'hui sont totalement segmentés. Et la difficulté, bien évidemment, c'est d'arriver à mettre en relation ces différentes filières, des entreprises de secteurs qui peuvent être très très différents les uns des autres, pour arriver effectivement à créer de l'innovation en mettant tout ça ensemble et en construisant un projet global. C'est évidemment extraordinairement difficile, et la tentation, elle est bien sûr de travailler sur le niveau conceptuel, de travailler en recherche, mais finalement au moment où on veut mettre en œuvre, on recommence comme avant avec les procédures habituelles. Et donc c'est vrai que ce que nous voulons faire, c'est à travers l'aménagement de ce cluster, dont en gros on a à peu près estimé que le champ sur lequel le campus universitaire pouvait rayonner allait grosso modo de la 86 jusqu'à la Francilienne. On a estimé effectivement que sur ce territoire-là, on pouvait avoir un certain nombre de quartiers expérimentaux sur lesquels on propose aux entreprises, et justement à l'ensemble des entreprises et aux chercheurs, de venir effectivement avoir cette approche globale en temps réel, dans quelque chose qui soit assez dynamique, parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui marcheront, il y a des choses qui ne marcheront pas, qu'il faudra évidemment immédiatement défaire et refaire, mais vraiment d'avoir
d'avoir cette potentialité de commencer en grandeur nature à mettre autour de la table les entreprises des différents secteurs, les universitaires, pour arriver effectivement à inventer une nouvelle façon de faire la ville. Merci beaucoup pour cette définition qui rejoint peut-être l'essentiel de ce qui a été dit sur le Grand Paris depuis le début de ces séances, à savoir bien sûr la matière grise, bien sûr les entreprises, mais aussi les citoyens, les habitants de cette ville de demain. Monsieur Pépineau, il vient d'être évoqué le cluster des cartes. Pour vous, ce cluster, c'est quoi? Alors, tout d'abord, peut-être ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que le Grand Paris, dans les chambres de commerce, nous l'avons réalisé. Puisque nous avons maintenant, avec le projet de loi, nous avons une chambre de commerce, ce qui fait qu'on peut parler, lorsque nous travaillons avec EPAMarne, et on a lancé, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un personnage unique qui représente à la fois le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne. Donc c'est beaucoup plus facile. Déjà au niveau entreprise, on a fait un pas supplémentaire. Donc c'est vrai que pour nous, on avait, quand on a défini le Grand Paris, c'était des territoires de projet. Et bien sûr, le cluster, disons, du pôle Descartes, pour nous, c'était un des grands projets. Alors c'est vrai, on a parlé de recherche, d'innovation. Ça, c'était le premier point, et nous y sommes, puisque nous avons au cœur, nous avons l'ESSIE, qui est une de nos écoles. Mais le problème est après de passer à l'étape suivante, ce qu'a bien défini M. Berthaud. Et là, pour nous, le cluster, en tout cas la façon dont on va essayer d'y travailler, à côté bien sûr, de ceux qui y sont déjà, c'est dans ce cluster, nous avons déjà recensé plus de 300 établissements, plus de 4000 emplois, donc qui sont souvent des PME, et c'est au fond de passer à la phase pratique de valorisation industrielle, c'est-à-dire de tests réels, disons, de ce que nous faisons et d'aller un peu plus vers l'entreprise. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui est fondamental, et notre travail, c'est qu'au fond, ne pas laisser simplement la recherche, mais bien d'associer, en tout cas, de faire comprendre aux entreprises qu'il y a des opportunités à l'intérieur. Aujourd'hui, chacun est un peu disséminé sur le territoire, travaille sur ces sujets, sans pour cela avoir conscience d'un global, d'appartenir à une communauté, si je peux m'exprimer de cette manière. Et donc, ce que nous voulons faire, c'est une task force économique, c'est-à-dire effectivement impliquer les entreprises dans le développement d'un territoire. Donc on va le travailler bien sûr avec EPAMarne, nous sommes totalement partenaires, mais avec le Conseil de développement du Val-de-Marne, le Presse Université, enfin l'agence Seine-et-Marne Développement, essayer de travailler bien sûr sur cela. Donc avec quelques objectifs, c'est rendre le territoire plus lisible aux entreprises, leur faire prendre conscience de la richesse de ce territoire sur le domaine où elles exercent leur métier. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est important. Ensuite, favoriser les synergies entre les PME et les grands groupes. Alors moi, je le vois, puisque dans mon propre métier, on essaye de faire, je suis dans l'agroalimentaire, on essaye de faire des Nutripoles, et on s'aperçoit qu'il y a toujours une rupture entre des grands groupes qui ont leur propre système de recherche et les PME. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, on se dit formidable, il y a un grand groupe, soit elles sont sous-traitantes, et là ça va, autrement s'il n'y a pas de lien, au fond, les grandes entreprises ne sont pas toujours moteurs pour les PME. Donc c'est effectivement essayer de faire cette synergie, et puis, comment dirais-je, de permettre aussi à ces entreprises, à ces PME, d'être informées, de suivre effectivement les évolutions, les grands projets. Donc pour nous, ça sera d'abord de créer aussi, je dirais, des collèges d'entreprises qui vont pouvoir être d'abord sensibiliser, informer, et puis peut-être participer, bien sûr, à des grands projets qui pourraient être des projets communs avec des grands groupes, avec des centres de recherche. L'innovation n'appartient pas simplement aux grands groupes. C'est une vraie richesse. Parfois, on découvre dans des petites PME, je le vois, parfois nous avons des visites, et je dois modestement reconnaître que parfois on trouve des gens qui sont porteurs de très grandes idées, malheureusement un peu isolés, et si vous remettez ces PME fortement innovantes dans un mouvement, dans une synergie, ça peut donner de très beaux résultats. Monsieur Martin, cette description de Paris Métropole comme task force, ça vous va bien? C'est un langage que vous acceptez? Mais évidemment, vous avez tout à fait raison. Je reviens sur ce que vient de dire le président Pépineau. Les grands groupes, les grandes entreprises
ont des logiques que n'ont pas bien sûr les PME, PMI. Sur ce territoire, c'est un territoire principalement de PME, PMI. Un pourcentage très important, supérieur à 70% sur certains secteurs. Ce qui veut dire que si nous arrivons, par la dynamique créée sur le cluster, à faire venir des grands groupes, des groupes d'ailleurs qui souvent sont même divisés eux-mêmes en secteurs spécialisés, ils pourront s'appuyer sur un tissu de PME-PMI riche et très innovant. Et souvent, je plaisantais avec M. Guessot à l'instant, je disais souvent c'est l'inverse qui se passe, c'est que c'est le grand groupe qui absorbe la PME-PMI qui a été très innovante pour intégrer ce développement dans son projet d'entreprise. Donc ces liens-là, ils existent naturellement entre grands groupes et PME-PMI, mais le jour où des grandes entreprises viendront sur ce territoire en plus grand nombre, ils trouveront un tissu déjà irrigué par des PME-PMI de bon niveau, de très grande qualité, et qui sont dans des domaines qu'aujourd'hui, certains d'entre vous peuvent ignorer. Ils vont très très loin dans l'innovation et dans les métiers de demain. Ils innovent, ils créent, et l'agence de développement du Val-de-Marne en connaît un certain nombre. Je peux vous dire que ici, nous sommes, comme je disais tout à l'heure, dans un cercle vertueux si on amène le petit plus qui permet de déclencher un processus économique et surtout aussi de développement en matière d'emploi qui est là, latent. Et puis, il y a certaines publicités qui le disent au plan de l'artisanat. Il est certain que les PME-PMI, quand ça marche, il suffit que chacune embauche une personne pour que tout de suite ça se voit. Alors que les grands groupes, en général, pour s'optimiser au plan financier, ils passent leur temps, au contraire, à centraliser, à spécialiser, voire même à réduire les effectifs de production et de marketing. Donc là, le territoire sur lequel nous travaillons là en ce moment est un territoire qui est prêt à jouer sa mutation parce qu'il est déjà irrigué par un tissu très dense d'acteurs économiques disons du niveau moins de 100 personnes. C'est à peu près ça. Monsieur Guessot, Monsieur Martin vient de dire que vous aviez un certain nombre d'illustrations, alors vous pouvez nous les donner. Non, je suis bon passage de parole. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Alors, le grand groupe, c'est aussi une locomotive. C'est-à-dire que, déjà en termes d'image, il contribue à l'identification d'un territoire, à la pertinence d'une destination économique. C'est la raison pour laquelle nous allons, ici ou là, chercher des grands groupes, des sièges sociaux, parce que, bien évidemment, au-delà du poids que ces entreprises représentent en elles-mêmes, elles confortent l'image, donc l'attractivité d'un territoire. Donc, vous avez raison. Vous avez raison de prendre le sujet de cette manière, et en même temps, je crois que vous avez raison de le dire, et c'est une richesse. Dans le Val-de-Marne en particulier, à peu près les mêmes caractéristiques économiques que dans la capitale, le territoire est d'abord composé d'un tissu de très petites et moyennes entreprises. Alors c'est une vraie force parce que ça veut dire autant d'entrepreneurs qui sont énergiques, qui sont innovants pour beaucoup d'entre eux, qui contribuent à la richesse du territoire. Et en même temps, c'est pas sans poser quelques difficultés aussi, puisqu'ils sont ici ou là disséminés sur le territoire. Ça a été dit, on n'identifie pas toujours leur savoir-faire, leurs compétences. Ils sont seuls ou des fois avec quelques salariés autour d'eux, donc petits. Donc lorsqu'il y a des contextes économiques difficiles, sûrement plus fragilisés que des grands groupes. Et quand on disait que c'était important dans le domaine de l'innovation de favoriser les coopérations, de faciliter les interfaces, il est évident que ce sont les premiers qui, des fois, sont en entente de ces coopérations et de ces interfaces, et en même temps, pas toujours les moyens en leur sein de pouvoir y arriver, se faire connaître, être identifié par un grand groupe, une institution, un territoire. Et c'est là où je pense que nous portons tous une part de responsabilité, parce que si les choses s'améliorent, moi je vois concrètement qu'elles s'améliorent. Dans 2 jours, ici même, au pavillon Baltard, nous organisons une convention d'affaires, Métidov, qui se tient pour la 6e fois, qui va réunir 400 entreprises innovantes, donc d'ailleurs un certain nombre d'entreprises étrangères. Les choses avancent. Donc voyons aussi ces avancées-là. Mais en même temps, on voit bien qu'il faudrait qu'on avance peut-être plus rapidement
pour renforcer la compétitivité francilienne. Et là, nous avons tous un peu notre part de responsabilité. Commençons par le commencement, les organismes comme le nôtre, l'agence de développement. Il faut qu'on aille plus loin dans les actions que nous menons, dans l'efficacité aussi de celle-ci pour renforcer les interfaces. D'autres institutions, les politiques. On a la chance aujourd'hui, on a M. Martin aux côtés de dirigeants d'entreprise. Enfin, moi, je vois le mal que j'ai à ce que les politiques, même si on a avancé dans les dernières années, rencontrent les entreprises, les dirigeants d'entreprise. Ils ne sont pas assez nombreux sur le terrain, ils ne sont pas assez nombreux, impliqués, mobilisés sur les questions de développement économique. De la même manière, les grands groupes, je vois le mal, alors que c'est la 6e fois que nous organisons Mythinox cette année, le mal que l'on a à les associer. Et pourtant, on est connu, réputé pour bien mobiliser et bien impliquer les dirigeants d'entreprise. Là aussi, la comparaison ne nous met pas en défaut. Mais c'est toujours un exercice périlleux, difficile, et donc les entreprises ont aussi beaucoup de difficultés à les rencontrer. Et lorsqu'elles les rencontrent, le risque, c'est ce que disait M. Martin, le risque, c'est qu'on ne soit pas dans une logique de coopération, de partenariat, et qu'on se serve des uns très vite pour récupérer leur savoir-faire, leur intelligence, leur innovation, mais on risque que, justement, on handicape ensuite la petite entreprise et le potentiel de développement qu'on a. Et enfin, l'université, les laboratoires, les grandes écoles. Là aussi, il y a des avancées. C'est vrai, quand on voit l'université qu'on a très bien représentée sur le territoire, qui est par 12 Val-de-Marne, on voit bien que malgré les efforts que l'université fait, aujourd'hui, les laboratoires se tournent plus souvent vers les entreprises. Il y a des plateformes qui sont organisées. Pour autant, ça reste là encore difficile et pas suffisant. Alors j'ai envie qu'on bouscule un peu tout ça, les uns et les autres, qu'on soit plus attentifs, et c'est vrai que je crois que c'est nécessaire, ça a été dit, du côté des entrepreneurs, du côté des entreprises. Je crois qu'elles peuvent largement contribuer au devenir du Grand Paris, à en assurer le succès. Et c'est justement en termes de construction de projets et de nouvelles gouvernances, de nouvelles métropoles, je crois qu'il y a aussi des scénarios nouveaux à inventer dans les mécanismes de prise de décision et dans ceux qui sont aussi appelés à exercer des responsabilités. Voilà, enfin, je ne peux pas dépasser mon rôle, mais il me semble que quand on écoute les entreprises, c'est aussi des fois ce qu'elles ont envie de dire assez fort. Monsieur le maire, vous disiez à l'instant, c'est ce que je veux faire. Est-ce qu'on peut en savoir plus? C'est ce que je veux faire de façon très concrète. Après plusieurs années de réflexion, de travail, d'études, eh bien, j'ai anticipé sur les fameux contrats territoriaux qui s'appuieraient sur des gares en lançant un projet, le projet du centre d'affaires Nogent-Baltard. Nogent-Baltard, c'est aujourd'hui encore un parking d'intérêt régional de 700 places, affreux, qui est utilisé par une centaine de personnes de temps en temps. Ce sont des terrains dont la RATP a hérité et dont elle n'a pas fait la valorisation. Et après quelques études, après une mise en concurrence de partenaires, eh bien, aujourd'hui, nous venons de sortir d'une enquête publique et au conseil municipal du 18 va passer le lancement de cette opération de façon très officielle, c'est-à-dire qu'en fait, le partenaire pourra déposer ses permis de construire parce qu'on aura adapté nos règles d'urbanisme au projet, ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons? Créer sur ce pôle RER, donc la ligne importante d'Île-de-France, qui est le RER A. D'ailleurs, on a intérêt à y réfléchir parce qu'elle est en train de tomber, elle était en train de tomber en miettes. Ce matin, je prenais le train pour aller sur Paris. D'ailleurs, c'est la première fois que je suis arrivé à l'heure parce qu'il n'est pas tombé en panne. Il y en avait peut-être moins. C'est peut-être pour ça qu'il a pu passer plus facilement dans le goulet central de Paris. Eh bien, sur ce pôle, à 3 gares de la gare de Lyon, nous allons créer 28 000 m² de bureaux sur un petit terrain. De l'habitation, du commerce, une résidence hôtelière, etc. Et je suis allé, 1000 excuses à mon collègue de Neuilly-sur-Marne, je suis allé voler à Neuilly-sur-Marne le siège social d'Eiffage Travaux Publics, qui va s'implanter là. Mais
l'objectif, c'est ce dont on parlait à l'instant, c'est qu'il faut des locomotives. Il faut des identifications au plan des entreprises phares, au plan international et au plan national. Et quand on a réussi ce type d'opération, on est sûr d'avoir un rayonnement supérieur sur le territoire et attirer des PME, PMI autour qui sont là comme des apports complémentaires, mais voire même qui sont dans la queue de l'étoile et qui vont, dans des métiers complémentaires, créer de l'emploi. Là, on va créer dans les 700 emplois à peu près, enfin on va transférer 500, on va en créer 700, on a ajouté 200. Mais je ne pourrais pas le faire si j'avais mis l'entreprise X inconnue au bataillon, etc. Il fallait que j'ai un leader. J'ai réussi à le trouver. Leurs intérêts se sont confondus avec ceux de la ville et vice-versa. Et aujourd'hui, on va pouvoir le faire. Mais si demain, ces mêmes grands groupes s'intéressent enfin un peu plus, mais ça c'est Pascal Berthaud qui le dira mieux que moi, au territoire de Descartes, eh bien, après toute la dynamique qui a été créée durant les dernières années, là on pourra enclencher une autre dimension de territoire qui sera celle de l'appropriation par les grands groupes de ce grand projet qui est la ville de demain. Et quand on la décortique, cette ville de demain, on s'aperçoit qu'il y a pour la ville de demain à créer des nouveaux métiers, des métiers auxquels on ne pense pas aujourd'hui, mais qui seront ceux que créeront les PME, PMI autour de ces grandes locomotives que sont les groupes multinationaux. Monsieur Berthaud, vous l'avez entendu, vous allez nous le dire mieux. Non, mais je crois que le problème auquel on est confronté et sur lequel nous travaillons tous, c'est la question de l'image. Je veux dire, moi, je suis né pas très loin d'ici, et j'ai passé toute mon enfance bercé au rééquilibrage à l'Est, je veux dire. Sauf que le rééquilibrage à l'Est, il faut bien vous rendre compte qu'à chaque fois qu'on prononce ce mot-là, ça revient à dire à la face du monde que notre territoire est pourri, puisqu'il faut rééquilibrer en sa faveur. Moi, je ne suis pas spécialiste de communication, mais enfin, on m'a quand même toujours appris qu'il fallait communiquer sur ses points forts et pas sur ses points faibles. Ouais, voilà. Donc, je crois que... et ça, on sent quand même, moi, en tout cas, je trouve que sur les dernières années, c'est un phénomène qui est en train de se faire, c'est que on commence à croire nous-mêmes à notre territoire. Et ça c'est un élément majeur. Je veux dire, si nous-mêmes ne croyons pas à notre territoire... M. Guessot disait l'Île-de-France est en première division. Le problème, c'est, moi, le sentiment que j'en ai, c'est que pendant longtemps, à l'Est, on s'est vécu comme si on était en 3e ou en 4e division. Alors évidemment, c'est pas comme ça qu'on va faire venir des grands groupes. Donc cette question de l'image, du marketing territorial, elle est totalement essentielle. Elle est d'autant plus essentielle que les entreprises, maintenant, on est dans une logique qui est totalement mondiale. Je peux vous dire, quand on est à Berlin, à Bruxelles, ou encore à Séoul ou à Shanghai, je veux dire, Paris, Descartes ou Saint-Germain-en-Laye, c'est pareil, c'est Paris. Hein, je crois que vous le disiez. Donc je crois qu'il faut vraiment beaucoup qu'on travaille sur cet aspect-là, qu'on fasse attention. Pour un exemple, les transports aussi. Alors c'est vrai qu'on a plein de problèmes de transport. Cela étant, partout dans la région parisienne, partout dans l'agglomération parisienne, il y a les mêmes problèmes de transport. C'est vrai que l'A4, le matin, c'est pas piquer des verres, le RERA non plus. Bon, ceci dit, vous allez sur la 13 ou sur la 6 ou sur la 1, pour prendre les 4 points cardinaux, c'est pareil. Donc je crois qu'il faut vraiment à la fois qu'on travaille sur le fond, pour régler ces problèmes-là, et Dieu sait si on y travaille sur les questions de transport, et à la fois je crois qu'il faut qu'on n'ait aucun complexe sur le sujet, parce que effectivement nous avons largement autant, si ce n'est plus d'atouts, que nombre de territoires de l'agglomération parisienne. Après, c'est ce que disait M. Martin, je veux dire, on est dans une concurrence des territoires, qu'on le veuille ou non, et c'est vrai que les entreprises qui viendront s'installer, ou les entreprises qui se créeront, parce que je crois que l'enjeu, c'est aussi beaucoup la création d'entreprises, c'est vrai que celles qui se créeront sur notre territoire, elles ne se créeront pas ailleurs. Celles qui viendront sur notre territoire, ce sera toujours au détriment de quelqu'un, mais je crois qu'il faut vraiment qu'on rentre dans cette logique-là. En tout cas, moi, c'est vraiment un message d'espoir que je voudrais porter. Nous avons un territoire qui a énormément d'atouts, donc capitalisons dessus.
Et l'image, en quelques années, elle va changer, il n'y a pas de raison. On commence d'ailleurs déjà à sentir qu'elle est en train de changer. J'ai l'impression que Jean-Claude Morel a eu beaucoup de succès ce matin en évoquant son enfance, parce que vous êtes déjà deux à l'avoir évoqué. L'un sans micro, l'autre avec micro, mais ça revient au même. Monsieur Pépineau, l'Est commence à y croire. Vous êtes évidemment d'accord? Oui, bien sûr. Il y a un peu plus de 10 ans que je suis sur ce territoire. Il y a 10 ans, on était dans la situation où on pleurait un peu sur le Val-de-Marne. Aujourd'hui, donc je le disais tout à l'heure, en taux de création, nous sommes un des départements les plus actifs. 11% depuis le début de l'année par rapport à la même période l'année dernière. En dehors du phénomène auto-entrepreneur, plus 4%. Dans une période de crise, c'est pas mal. Donc, alors, il y a maintenant à attirer d'autres entreprises, mais on a ce potentiel de création. Et ce matin, c'est un peu bon. Avant de venir ici, j'ouvrais un autre colloque qui était un colloque de l'ODIM sur l'immobilier d'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne suffira pas, non, surtout sur la partie val-de-marnaise, il ne s'agira pas simplement de faire des incantations, de dire aux entreprises « venez chez nous », mais si on fait venir des petites entreprises, il faudra envisager la possibilité de les faire grandir chez nous. C'est-à-dire qu'il va falloir... Il faut les accompagner, mais les accompagner aussi de façon dans l'immobilier. C'est-à-dire concevoir, quand on parle PME par rapport à des grands groupes, un grand groupe vient, définit combien il lui faut, s'installe. Une PME, justement, à fort potentiel, il y a ce vrai problème qui existe, c'est que demain, elle va grandir. Alors, la faire venir, c'est bien, mais après, comment est-on capable de l'accompagner dans son développement sur le territoire? Ça sera aussi un des sujets que nous aurons à voir très, très clairement pour pouvoir les garder chez nous. Alors ça, si vous ne le dites pas à tous, Monsieur Martin? Je dirais que Monsieur Pépineau nous annonçait que la Chambre de commerce allait créer des postes d'assistante maternelle pour accompagner les nouveau-nés en tant qu'entreprise, c'est ça? Non, mais nous les accompagnons déjà. On a déjà créé dans le département donc notamment des fonds d'intervention pour les entreprises à potentiel. On a beaucoup parlé de création d'entreprises. Là, je l'évoquais. Mais la politique nationale, d'ailleurs, c'était la création d'entreprises, faire du score. Or, en fait, il y a deux types de création d'entreprises. Il y a la création d'entreprises qui est qui est tout à fait louable, du petit entrepreneur qui s'installe. Et puis, on a vu des entreprises passer de 0 à 50 en 2 ans, c'est-à-dire celles à fort potentiel. Donc, je crois qu'il faut aussi qu'on détermine bien dans notre accompagnement ce type, c'est-à-dire travailler aussi sur les entreprises à fort potentiel. D'une part, dans leurs projets, les emmener à l'international, les accompagner. Ça, c'est quelque chose qui nous semble important aussi, parce qu'elles vont vite et il faut les aider là où on peut. Et puis d'autre part aussi sur leur développement foncier, immobilier, etc. Donc 2 aspects. Cet aspect d'accompagnement, effectivement, de l'entreprise. On est les nounous, alors bien sûr, sur leur cœur de métier, on n'a pas à intervenir, parce que généralement, mais bien que des fois, sur le travail sur les ressources humaines, sur un certain nombre de problèmes, on peut les accompagner. Il y a tout le travail à l'international, c'est-à-dire de mettre les réseaux à disposition à l'international. Ça, je crois que c'est très important, parce que quand on est sur des entreprises d'innovation, c'est pas pour un tissu simplement local, c'est pour effectivement vendre un petit peu plus loin, et ensuite leur permettre de grossir, bien sûr, sur le territoire, ne pas les perdre. On avait fait une étude, nous, sur le COPAC il y a quelques années. On créait beaucoup d'entreprises en Val-de-Marne, mais on en perdait encore plus. Parce que malheureusement, on ne savait pas les fixer. Monsieur Berthaud, un grand pari de l'innovation de rupture. Oui, et je voulais justement réagir sur cette question de faire grandir les entreprises, parce qu'on le voit bien, effectivement, une entreprise, c'est pas quelque chose à intenter, ça vit, ça bouge, et donc il était essentiel dans la réflexion sur le cluster d'avoir justement une taille critique suffisante qui permette d'offrir justement aux entreprises des possibilités d'évolution. Schématiquement, quand on a commencé à travailler dessus avec Christian Blanc, l'idée c'était de dire... En dessous d'un territoire qui fait 500 000 habitants et dans lequel on est capable de dégager 1000 hectares de foncier, c'est pas la peine, on n'est pas à l'échelle. Et je dirais que c'est à travers cette réflexion-là qu'on a bâti le projet de cluster et qu'on s'est rendu compte que la bonne échelle de réflexion, effectivement, c'est
dit qu'en gros, de la 86 à la Francilienne, schématiquement de Créteil jusqu'à la limite des coteaux de Montfermeil, quoi, pour simplifier. Et c'est à cette échelle-là qu'on est capable de travailler. Alors évidemment, c'est compliqué, c'est sur 3 départements, mais en réalité, si on veut arriver à avoir la taille critique et à permettre justement ces effets de boule de neige qu'on peut avoir sur les entreprises, c'est bien à cette échelle-là qu'il faut raisonner. Alors lentement que nous allions vers notre conclusion. Alors, M. Guessot, le futur de cet Est parisien, pour ne pas seulement parler du Grand Paris, mais peut-être surtout de l'Est parisien ici, ce futur à l'échelle des fameuses 15 ou 20 années évoquées, vous le voyez comment? C'est compliqué. Il fallait bien conclure. Oui, mais il faut bien conclure, au moins pour aujourd'hui. Non, c'est l'avenir de la métropole qui se joue. Je crois que c'était un peu le propos introductif de chacun d'entre nous autour de cette table. Je crois que ça peut être mon propos pour conclure. Ne jouons pas les uns contre les autres, même s'il y a de l'émulation, de la stimulation et de la concurrence. Et ça, je crois que c'est bien en même temps que celle-ci existe, parce que le meilleur gagne. Et ça nous pousse à toujours améliorer nos compétences, à parfaire nos organisations, à valoriser notre image. Donc, en même temps, chacun peut profiter de ce climat, disons, de compétition. Mais la compétition, avant de la jouer les uns contre les autres dans l'espace francilien, au sein de la métropole parisienne, elle se joue, ça a été dit par tous, elle se joue d'abord à l'échelle européenne et internationale. Et si nous voulons la gagner, rester bon ou dans les meilleurs dans les domaines qui sont les nôtres, améliorer là où nous avons nos faiblesses, gagner cette compétition à l'échelle internationale, il va falloir profiter de tous les atouts du territoire, des disponibilités dont nous disposons, de la force des acteurs économiques et territoriaux, la mise à profit de certaines compétences que l'on peut constater sur le territoire. Et c'est là où le Val-de-Marne, parce que c'est sur l'échelle sur laquelle je travaille, l'Est parisien, à une autre échelle, peuvent largement contribuer à renforcer l'attractivité de l'Île-de-France. Ça a été dit sur un sujet qui est la ville de demain. Je crois que ça l'est naturellement, géographiquement, par le fait que c'est un territoire qui est extrêmement bien situé dans la métropole parisienne. Et aujourd'hui, je pense que dans les capacités de développement du Grand Paris, de la métropole, c'est en partie là où ça va se jouer dans les 20 prochaines années. Faut-il aujourd'hui que nous ayons suffisamment d'ambition les uns et les autres et de volonté à porter des projets les uns et les autres pour pouvoir avancer rapidement. Voilà, je n'ai plus de temps à perdre. Je crois que c'est bien parti. Le Grand Paris, ça a été dit déjà dans les faits, ça existe. Pour autant, il faut aller plus loin dans la définition, dans la gouvernance et dans les actions au bénéfice des entreprises et de la population de manière plus générale. Et c'est maintenant que ça se joue. Voilà, n'attendons pas plus trop de temps, parce que sinon, ce sera du temps perdu. Monsieur Pépineau, en termes de temps, et même chose par rapport à votre vision du futur, vous êtes d'accord avec cette analyse? Oui, je dirais que souvent il faut regarder le passé pour voir l'avenir. Les 10 dernières années ont été assez fabuleuses dans le Val-de-Marne, c'est-à-dire qu'effectivement il y a eu un développement économique assez important. Et je dirais une autre chose, et là je vais faire un petit coup de chapeau aussi à Jacques Martin, il y a une vraie prise de conscience maintenant du monde politique. L'économie n'était pas une priorité du monde politique. Aujourd'hui, d'une part, les clivages ont été dépassés. Il y a une vraie prise de conscience du développement et ça me donne doublement confiance parce que dans des conditions difficiles, le département a pu se développer et je crois qu'aujourd'hui, avec ce qui a été engagé, bien sûr, sur le CAREP, mais également donc sur Paris Métropole, je crois qu'effectivement, on peut être très, très optimiste. Pour moi, on n'est plus en rééquilibrage, on est en compétition, mais compétition positive, je dirais, avec les autres partis. Monsieur Berthaud, votre vision du futur du Grand Paris? Moi, je crois qu'effectivement, comme le disait M. Pépineau, si on regarde dans le passé la situation d'il y a 20 ans et la situation d'aujourd'hui, à la fois en termes de développement physique qui a eu lieu, à la fois en termes de prise de conscience, je pense qu'on peut être très optimiste effectivement pour l'avenir. Moi, je suis vraiment frappé de voir que aujourd'hui, ce concept d'agglomération polycentrique
plus personne ne le conteste. Je crois qu'on est bien dans cette idée-là. Alors, évidemment, ça prendra du temps, c'est compliqué, il y a les structures existantes, comment on fait bouger les choses. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, sur le fond, on est parti sur la bonne direction. Et donc, encore une fois, en regardant 20 ans derrière, si on se projette dans 20 ans, je pense que la situation sera très différente de ce qu'elle peut être. Donc oui, résolument optimiste sur la mise en œuvre du Grand Paris. Alors après, on l'appelle l'agglomération parisienne, Grand Paris, Paris Métropole, enfin, quelle que soit la façon dont on l'appelle, c'est vraiment cet objet commun dont je crois qu'à peu près tout le monde maintenant a pris conscience que c'était un objet commun. Monsieur Martin, vous ne vouliez pas du premier mot, vous aurez le dernier. Donc, votre ville dans 20 ans. Ma ville dans 20 ans, je vais vous faire une confidence. Je l'imagine dans un cadre beaucoup plus élargi que le territoire de ma ville. Parce que ma ville, c'est à la fois une nostalgie sur ce qu'elle a été, et ça peut être une ambition sur ce qu'elle peut apporter à une dynamique comme celle du Grand Paris. Le Grand Paris ne sera ni de gauche ni de droite. Le Grand Paris, ça ne sera pas, disons, un concept qui prendra en compte et qui se laissera enfermer dans les logiques administratives existantes. Le Grand Paris, c'est quelque chose de plus important pour nous tous, c'est dépasser les clivages politiques, mais aussi dépasser les frontières et les limites territoriales qui nous polluent la vie quand nous voulons faire évoquer un certain nombre de projets. Quand vous pensez par exemple qu'actuellement, j'imagine en tant que président de la communauté d'agglomération, de l'élargir pour en faire, Pascal, une métropole, puisque nous visons 400 000 habitants dans notre démarche, eh bien, grâce à l'ACTEP, nous ne regardons pas quelles sont les communes du Val-de-Marne et quelles sont les communes de Seine-Saint-Denis. On travaille ensemble avec Rony, Seine-Saint-Denis, on travaille ensemble avec Neuilly-sur-Marne, avec Noisy-le-Grand quand ils veulent bien, parce qu'ils ont un caractère de chien, Champs-sur-Marne, parce que le maire, c'est une femme, et je tiens à vous le dire, elle est vachement dynamique et elle a une vision énorme de ce qu'est doit être le Grand Paris, ce que doit être le Grand Paris, ce que n'ont pas certains hommes d'ailleurs, je dois vous dire, parce que vous êtes beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus réaliste, et vous voyez là où ça bloque et là où on peut passer. Donc le Grand Paris, pour moi, sera quelque chose au-delà des limites territoriales que nous connaissons, et c'est une grande ambition que nous devons partager. Alors, pourquoi je milite au sein de Paris Métropole, comme j'ai milité au sein de la conférence métropolitaine? C'est parce que je considère que nous sommes arrivés à un point où soit on se laissait enfermer par un processus, vous savez, à la façon dont Philippe Auguste et ses successeurs ont travaillé sur Paris. Alors vous avez les murailles de Philippe Auguste, vous avez les autres, et puis on a repoussé ça, et maintenant nous avons le périphérique qui remplace les murailles de Philippe Auguste. Il y a une vie au-delà du périphérique. Et ça sera la condition de la réussite du Grand Paris. Il y a une vie au-delà du périphérique, et je pense que le Grand Paris demain sera vraiment la concrétisation de tous les espoirs que nous avons le jour où nous ne parlerons plus de banlieue. La banlieue, c'était quelque chose d'intéressant à une certaine époque. Aujourd'hui, nous sommes dans une vision planétaire du développement des métropoles. Elles doivent jouer un rôle très important si elles veulent exister et pérenniser leurs acquis. Eh bien, demain, le Grand Paris sera le Paris du développement, mais du développement pas uniquement économique. Ce sera le Paris du développement de la qualité de la vie et surtout aussi du développement des solidarités. Parce qu'on ne peut pas laisser des territoires à la traîne. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, quand vous êtes à Clichy-Montfermeil, pour aller sur Paris, pour aller sur le Bourget, vous devez prendre un bus qui arrive toujours en retard et que vous n'arrivez pas à sortir de votre territoire pour jouer votre carte et tenter votre chance, eh bien ça, c'est un des défis que nous devons relever dans le cadre du Grand Paris.
Et les projets de transport, dont on a parlé un peu tout à l'heure, sont intéressants dans la mesure où, notamment, le réseau du Grand Paris va passer par Noisy-le-Grand, par Champs-sur-Marne, mais aussi par Sevran, par Clichy, par Montfermeil, par Le Bourget. Passer dans des territoires qui n'osaient même pas penser qu'ils étaient dans un futur développement de cet hypothétique Grand Paris. Donc ce Grand Paris, il faut que nous le voulions tous ensemble, mais ce ne sera pas le Grand Paris, et je conclurai par ça, ce ne sera pas le Grand Paris des élus. Les élus ne sont là que pour accompagner, pour créer des mouvements, pour créer des incitations, pour créer un chemin. Mais ce sera le Grand Paris des entrepreneurs aussi. Ceux qui ont envie de créer et de partager ce qu'ils ont créé avec des employés, avec des emplois, etc. Donc c'est une aventure collective où chacun aura joué son rôle. Le tout, c'est que nous trouvions chacun notre place dans cette aventure. Et aujourd'hui, on se parle. Nous travaillons au sein de Paris Métropole avec la Chambre de commerce, avec un certain nombre d'acteurs économiques. Nous travaillons aussi avec d'autres acteurs de l'Île-de-France. La vraie réussite sera de faire en sorte que le dialogue existe entre les territoires et que les territoires se respectent, mais qu'ils soient tous, je dis bien, sans en exclure un seul, à la distribution du développement économique et de la qualité de la vie. Voilà ce que doit être le Grand Paris de demain. Donc nos gens prendront sa petite part. Et puis on sera modeste. On a été parmi les précurseurs, mais on sera modeste. Parce que ce qui compte, c'est qu'on ne soit pas un petit village gaulois isolé dans un coin, c'est qu'on partage. On partage avec les autres pour que demain, nous donnions à nos enfants un territoire en développement avec la fierté d'être là à l'origine d'une aventure qui marquera, je pense, non seulement l'Île-de-France, mais l'ensemble du territoire français, voire même toute la partie européenne du continent. Merci beaucoup, monsieur le maire. Mais écoutez, je crois qu'il est temps maintenant d'arrêter cette discussion. On est à votre disposition, bien évidemment, pour continuer les débats, pour répondre à un certain nombre de questions. Je pense que l'ambition d'aujourd'hui, nous avons réussi à l'atteindre quelque peu, à savoir changer de vocabulaire, changer peut-être les donnes d'une partie du vocabulaire de ce débat sur le Grand Paris. En tout cas, c'est tout le bien que je souhaite au futur de ce débat, pas seulement pour permettre de le retrouver en ligne, mais également que tout cela continue et que ce Grand Paris devienne en partie l'Est parisien, mais un Est parisien de l'innovation et de la réussite économique. Merci à tous.